Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait quelque temps déjà que j'avais pas fait d'interview, mais il m'a semblé que il serait une très très bonne idée pour tous les auteurs qui suivent la chaîne que j'interviewe mademoiselle, Madame, du coup. madame Cindy Trier. Bonjour Cindy. Bonjour Jérôme. Cindy qui est autrice. Qu'est-ce que tu préfères? Autrice, auteure, c'est comme tu Moi, veux. j'ai tendance à dire auteur avec l'accent Ah, du Sud, avec le petit E à la fin. avec l'accent du Sud, si tu veux, on peut faire toute l'interview avec l'accent du Sud, il n'y a pas de souci, je sais le prendre. Je crois que j'ai même pas besoin de forcer, malheureusement. Cindy, auteure, pour le coup, tu es aussi une entrepreneuse. Oui. Tu pourras nous en toucher deux mots si tu le souhaites. Enfin, si ça a un impact d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre tes livres et ton métier d'entrepreneur? Et tu vas nous parler donc de ce livre que tu as écrit et que tu as publié fin 2024 qui s'appelle Que le jour se lève. Alors déjà, bon, même si j'ai brossé à ton portrait très très rapidement en deux, trois lignes, est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler un petit peu de ce roman? Écoute, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation, Jérôme. Alors, en l'occurrence, oui, tu le disais, je suis entrepreneuse. Ça fait 11 ans désormais. Le temps passe vite. Je peux compter les cheveux blancs. Mais sache que je suis très heureuse dans cette vie-là puisqu'elle m'offre de couvrir un certain nombre de casquettes, à savoir que je suis conférencière sur le thème de tout ce qui relève de l'optimisme et des mécanismes qui nous permettent d'apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis également consultante sur tout ce qui relève de la capacité à prendre la parole en public et ceci m'a offert des opportunités assez incroyables puisqu'avec le temps, je suis devenue chroniqueuse radio et depuis 5, 6 ans désormais, je suis animatrice micro, notamment pour le comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France, ce qui Bien. m'a offert eh bien, de présenter un certain nombre de Miss France, dernièrement des ministres et ce sont des expériences de vie assez enthousiasmantes qui font que, ben, écoute, j'aime ce que je fais. Alors, tu me posais la question de savoir est-ce que ça a le moindre rapport avec l'écriture? Bien oui, Jérôme, même si ça peut paraître un peu surprenant, pour moi, transmettre, c'est mon leitmotiv, c'est ma vocation, c'est ce qui me fait vibrer le matin. Et au-delà de la capacité à mettre des mots à l'oral, pouvoir les mettre à l'écrit, ben moi, c'est quelque chose qui me porte. Et je te le disais, l'optimisme, le rebond, l'audace, la persévérance, la capacité de se démarquer, d'essayer de faire de grandes choses en croyant en ses rêves, eh bien, c'est ce dont parlent les ouvrages qui sont les miens. Tout ce qui va relever, eh bien, finalement, de la capacité à rebondir en dépit des aléas de vie. Bah, si tu m'avais pas dit que tu étais consultante en optimisme, je crois que je l'aurais deviné parce que tu as une très très belle énergie, un sourire très très marqué qui s'affiche. On voit, tu transpires l'optimisme et l'énergie. Et c'est Ben, c'est justement, gentil. c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie d'organiser cette interview parce que j'ai vu au travers. Donc, on s'est rencontrés au travers du concours que j'ai lancé l'année dernière, que tu as remporté et où tu as gagné le book trailer pour ton livre, hein, Trailer. donc Que le jour se lève. Et puis, déjà, quand on a commencé à échanger pour que je puisse réaliser ton book trailer, j'avais senti au travers de tes messages cette belle énergie que tu avais, donc ça m'a un petit peu intrigué. Et j'ai commencé à fouiller parce que je suis du genre à fouiller, moi, quand je tombe sur des personnalités un peu atypiques, un petit peu hors des clous, on va dire. Et j'ai pu constater que cette énergie, et tu la mettais au service de tes livres, et j'ai vu le travail hallucinant que tu as réalisé pour donner à ton livre toutes ses chances. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Tu vas nous expliquer
tout ce que tu as fait, y compris aller chercher une célébrité pour en écrire la préface. On va pas dire qui tout de suite, on va ménager le Ok, suspense, teasing. mais teasing, c'est une célébrité. Mais d'abord, est-ce que pour, euh, pour bien cadrer les choses, pour que tout le monde sache de quoi on parle, est-ce que tu peux nous parler de ce livre qui s'appelle donc Que le jour se lève? Parce que je crois que le thème a quand même son importance par Oui, rapport à tout ce que tu as fait derrière et oui. par rapport d'ailleurs au choix de cette célébrité qui en a écrit la préface. Oui, juste pour pouvoir replacer au mieux les choses en contexte, effectivement, Vas-y. ce livre, il s'inscrit dans la lignée de 4 romans précédents qui peuvent tous être lus, bien sûr, de façon indépendante les uns des autres, mais tous ces ouvrages abordent en filigrane des thématiques particulières, des thématiques de société, des choses qui pourraient nous toucher, nous arriver, nous blesser profondément et avec lesquelles il faudrait apprendre à se reconstruire. Et j'ai eu l'opportunité de parler des violences conjugales, de parler de la perte d'un enfant, de parler du harcèlement, autant de choses qui peuvent paraître un peu sombres, qui le sont en l'occurrence, mais tous ces livres parlent, ben, finalement, je te le disais, hein, en préambule de reconstruction, d'espoir. Et ce livre n'a pas fait exception à la règle, puisque j'ai eu cette vocation d'aborder un sujet qui me touche et tellement de près désormais, sans le vouloir, c'était peut-être prémonitoire et j'aurais peut-être pas dû l'écrire. C'est tout ce qui va relever des maladies neurodégénératives et en l'occurrence des thématiques telles qu'Alzheimer. Et c'est en ce sens que s'inscrit la personnalité dont nous parlions tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'est le thème hein, de ton livre. Est-ce que, en quelques mots, Le tu peux nous portrait, brosser l'histoire un petit peu, oui. le récit Oui. de ce qu'on y trouve? Eh bien, en fait, Jérôme, c'est l'histoire d'une jeune femme trentenaire qui s'appelle Zoé et qui a un rêve de tout temps, c'est celui de partir aux États-Unis. Mais elle n'imagine pas réaliser ce voyage sans le soutien et la venue de sa grande sœur de tout juste âgée de 10 mois de plus qu'elle. Toutes deux sont inséparables et sa sœur va finir par céder aux caprices de sa petite sœur, la suivre dans l'aventure. Et une fois qu'elles vont arriver aux États-Unis, il va malheureusement se passer quelque chose d'abominable qui va faire que, eu égard à une catastrophe naturelle, Zoé va revenir seule. Et c'est l'histoire, en fait, tout simplement, de cette volonté qui est la sienne d'oublier ce sentiment de culpabilité, d'oublier le poids des souvenirs, d'oublier le traumatisme, alors que les personnages secondaires, eux, donneraient tout pour que leur soit rendu possible de retrouver la mémoire, de retrouver ce pan de personnalité perdu. Et c'est finalement tout un jeu d'équilibre sur la notion du souvenir, le fait que parfois il nous fait souffrir, mais il fait aussi partie intégrante de notre histoire et de notre personnalité. D'accord, d'accord. Donc un livre sur la mémoire, sur le souvenir et sur, en bref, à quel point il fait partie de nous. Il peut être à la fois une source de souffrance, mais il fait également partie intégrante de notre identité, hein. C'était tellement ça. C'est bien ça. C'est ça, et tu as le titre que le jour se lève, tu le disais très très bien tout à l'heure, et le sous-titre qui s'intitule La mémoire en bagage. Hmm. C'était vraiment ce qui vient finalement donner corps euh, à l'histoire. D'accord. Et donc ce livre, il est paru début décembre 2024. Alors tu me disais avant qu'on commence cette interview, tu me disais, oh, je ne sais pas si on peut en parler, c'est pas beaucoup, c'est pas des gros chiffres, etc., etc. Et alors tu m'as dit que tu en avais vendu 200 sur le Ouais, à peu seul près, ouais. mois de décembre. Mm. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, là, je t'ai dit, bon, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, j'en ai vendu 20, j'en ai vendu 30, j'en ai vendu 50. Et là, je t'ai dit, mais attends, mais sur un mois de lancement, sur une fiction, sur quelqu'un qui est une auteur, pardon, auteur auto-édité, 200 exemplaires sur un mois, c'est un très bon résultat.
Franchement, D'accord. c'est un très très bon résultat. Donc c'est vrai qu'on a tendance parfois à se faire, on se fait miroiter des chiffres hallucinants parfois quand on voit des stars des réseaux sociaux Oui. qui disent que voilà, mais parce qu'ils ont des communautés gigantesques de plusieurs millions de followers qui se retrouvent forcément à vendre 10 000, 15 000, 20 000, mais c'est pas des auteurs, enfin, c'est pas des auteurs. Pour certains d'ailleurs, ce ne sont pas des auteurs, puisqu'ils font appel à des Prête-plume. à des prête-plumes. Mais c'est un point qui me semble important de souligner, c'est qu'il ne faut pas se comparer à ces personnes-là. On n'est pas du tout, on n'a pas du tout le même métier. On n'a pas du tout la même activité. Et en l'occurrence, 200 exemplaires sur un mois de lancement, sincèrement, il y a t'as aucune honte à avoir. Je connais pas mal d'auteurs qui aimeraient beaucoup avoir ces résultats-là sur un premier mois de lancement. Bon, mais Et ça valait le coup que tu m'interviewes, bah hein, oui, du coup, Jérôme. non, non, Ça franchement, m'a il n'y a rassuré. pas. Sur un livre, hein, on est d'accord, hein, sur Oui, 200 oui, oui, oui. exemplaires sur un livre, sachant que tu en as écrit, que c'est le quatrième, et que pour le coup, tu vas très certainement avoir ces 200 personnes qui ont acheté ce livre-là au mois de décembre, qui vont être curieux, tous ceux qui vont avoir aimé le livre, qui vont ensuite revenir une fois qu'ils l'auront lu, qui vont chercher ce que tu as écrit d'autre, qui vont t'en commander d'autres. Donc tout ça, c'est déjà une jolie boule de neige qui va dévaler la pente et qui Ouais. devrait être plus grosse à mesure que le temps passe. Donc non, non, tu n'as pas à rougir de tes chiffres. Franchement, Ok. ils sont plutôt bons. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, puisque, je le disais tout à l'heure, tu as été incroyablement active sur la communication autour de ton livre. Alors, est-ce que tu saurais me dire, comme ça, de tête, combien d'interviews, de podcasts et de radios tu as donné au sujet avant le lancement de ton livre pour en préparer, pour en faire toute la communication? Oh, là encore, je me rends pas trop compte. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais je dirais qu'il y en a eu une petite dizaine quand même qui a précédé ou qui a été en parallèle de ce lancement. Je remercie hein, d'ailleurs toutes les radios aujourd'hui locales qui du coup me reçoivent aisément, puis les radios de plus grande envergure qui s'intéressent finalement au travail qui est effectué. Donc, oui, je me rends pas compte, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais ça demande malgré tout un travail de fond significatif. Ce qui me paraît important de signaler, c'est que tu as tu as visé plus haut. Oui. Hein, tu as visé plus haut, c'est-à-dire, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, tu as été invité sur un plateau télé, sur C'est sur une radio qui s'appelle France. En fait, oui, c'est une radio France Bleu qui est couplée en direct le matin au plateau télé de France 3. Donc oui, du coup, ça a été relayé sur deux canaux différents en parfaite simultanéité. voilà, donc même si c'est une chaîne locale, ça n'en reste pas moins remarquable. Tu as été invité sur des podcasts qui ont le vent en poupe. Est-ce que tu peux m'en citer un ou Je deux? peux t'en citer un, ça a été une expérience assez exceptionnelle. C'est en Belgique, c'est sur la plus grosse radio de Belgique, VXFM, sur un podcast qui s'intitule Tout pour réussir et qui finalement m'a offert la possibilité de prendre l'avion en aller-retour sur une journée pour pouvoir me rendre dans les locaux de la capitale belge pour pouvoir parler de ce livre et parler notamment de comment effectivement j'étais parvenue à obtenir cette préfacière, puisqu'on dira juste que c'est une femme, mais qui en l'occurrence a visiblement marqué les esprits. Voilà, donc pour rappel, tu habites on va dire à Dans le proximité, Gers, du côté de voilà, dans le Toulouse. Gers, pas très loin de Toulouse. Donc on est d'accord que tu as décroché une interview sur une chaîne belge. Le matin, tu t'es levé aux aurores, tu as pris l'avion, tu es allé à Bruxelles, tu as donné ton interview et tu es rentré le soir dans le Gers. Donc, vous voyez, quand je parlais d'énergie, c'est un doux euphémisme, quoi.
parce que C'est vrai. faut se rendre compte de l'énergie, de l'investissement que ça demande, Oui, aussi. de l'investissement financier, hein, faut pas se Oui, le cacher. c'est juste. Ça a un coût que de prendre l'avion et de faire un aller-retour à Bruxelles. Et puis en termes de temps et d'énergie, enfin, je veux dire, c'est toute ta journée. J'imagine que le soir, tu es rentré, tu étais complètement lessivé. Et tu sais, c'est très marrant parce que vraiment, oui, c'était levé à 4 heures du matin, 5 heures. J'ai quand même pratiquement 1 heure hein, pour arriver, ne serait-ce qu'à l'aéroport de Blagnac, de Toulouse. Et je suis rentrée, c'était 1 heure du matin. Effectivement, en voiture de location, 2 heures aller, 2 heures retour avec une voiture que je savais pas conduire. Avec une route que j'avais jamais faite toute seule. Oui, c'était une véritable épopée. Et quand je suis rentrée le soir, j'étais épuisée, tu le disais, lessivée, c'est le mot. Et en même temps, j'ai jamais pu trouver le sommeil, tellement j'étais finalement heureuse et humblement fière d'être parvenue à le faire. Euh, et ça, j'en suis très heureuse. C'est vrai que c'était coûteux en temps, en énergie, en réorganisation par rapport à l'ensemble de mes casquettes professionnelles. Merci encore à toutes les personnes qui ont fait preuve de compréhension et pour lesquelles j'ai pu reporter des rendez-vous in extremis. Mais je crois que si je pouvais dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent, c'est oser, oser, oser. Tenter, Voilà. ça vaut le coup. Mais c'est ça, merci de le dire, parce que c'est un petit peu ça que j'essayais de faire passer, c'est de sortir de sa zone de confort, parce que là, on peut clairement appeler ça sortir de sa zone de confort. Si c'est pas ça, sortir de sa zone de confort, je vois pas ce que ça peut être. Sortir de sa zone de confort et d'oser faire des choses un petit peu dingues. Faut être un petit peu dingue, hein, on est d'accord, Mm. pour faire un aller-retour pour aller donner une interview. Mais déjà parce que c'est un investissement qui, je pense, aura contribué au succès de ton livre. Et Oui, puis, deuxièmement, parce que c'est une expérience incroyable. ouais. Et je pense que si tu l'avais pas fait, tu aurais probablement passé, je ne sais pas moi, des jours, des semaines, des mois à regretter de ne pas l'avoir fait. Donc, C'est très juste. voilà. Donc, faut vraiment pas. Faut pas être flemmard, il faut avoir cette belle énergie et c'est ça que j'essaye voilà, de faire passer aux auteurs qui nous écoutent, de leur dire, allez puiser cette belle énergie comme celle que tu as et pour oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou que parfois on a la flemme de faire et c'est un introverti pur et dur qui te le dit. Euh, c'est vrai que des fois, on a une opportunité comme ça de faire des choses, puis on se dit, bon, Ouais. ça va me prendre la journée, qu'est-ce que ça va vraiment me rapporter? Ça va probablement me coûter plus que ce que ça va me rapporter. Mm. C'est de l'argent, c'est de l'énergie. Est-ce que... Mais non, il faut il faut savoir se sortir comme ça, aller s'arracher les fesses du canapé et se pousser pour faire ces choses-là, parce que même si financièrement c'est peut-être pas rentable, j'en sais rien, peut-être que ça l'est, même si financièrement c'est pas rentable, ça reste quand même une expérience et une mise en avant, une lisibilité que tu n'aurais pas eu si tu ne l'avais pas fait. Et tu sais, Jérôme, il y a quelque chose, je me permets de rebondir parce que quand on dit, tu sais, cette espèce d'audace et le fait de se bouger les fesses tel que tu le formulais, bon, ben ça, c'est mon créneau, c'est mon leitmotiv, c'est vraiment ce qui me porte le matin. Mais pour donner un exemple, pour illustrer au-delà des canaux communs de communication, lorsque l'on est un auteur édité, il nous faut en passer ben, par des chemins de traverse hein, et essayer de se faire connaître, d'être repéré. Et, euh, et j'ai pris une initiative. Ça fait déjà une bonne année maintenant que je me suis essayée à l'exercice. Et c'est toujours très incongru. Ça surprend les gens. Et moi, ça me fait beaucoup rire. C'est de me rendre sur les marchés. Sur les marchés, je suis entre le saucisson, le poisson, la salade, le pain frais. Je te dis qu'à 11h30, j'ai l'estomac dans les talons parce qu'il y a tout qui sent très, très bon. Mais c'est déroutant pour les personnes qui déambulent avec leur panier pour acheter leurs fruits et légumes, qui ne sont pas habitués à trouver des auteurs, qui se posent la question de savoir ce que l'on fait là. Et
Et finalement, oui, ça suppose de se lever très très tôt, parce que là, c'est clairement, il faut être à 7 heures en place. Donc, si tu as 1 heure de route pour te rendre sur ton lieu, tu comprends l'heure à laquelle il te faut te lever. Il fait froid ou il fait très chaud, donc il te faut être équipé. Heureusement, Papa Noël m'a offert des chaussettes qui permettent de ne pas perdre les De pas... orteils quand il fait de- 4 degrés. Mais tout ça pour dire que eh bien, c'est quelque chose qui surprend quand je le dis aux autres auteurs, qui me disent non parce qu'il faut transporter du matériel, non parce que c'est fatigant, non parce que finalement, c'est quelque chose qui suppose d'être dans la convivialité avec les passants, mais je crois que ça vaut son pesant d'or parce que les gens parfois s'arrêtent, me disent, moi je lis pas, mais vous avez une bonne bouille, alors j'ai envie de vous aider. Et le problème, ou en tout cas la chose exceptionnelle, c'est qu'ils l'achètent une fois pour me faire la charité, mais que comme j'ai un esprit collection, dès lors qu'ils me reviennent et qu'ils ont lu le premier, eh bien, ils m'offrent d'acheter le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et, euh, et oui, c'est épuisant, oui, c'est difficile, mais bon sang, c'est une opportunité à côté de laquelle je crois qu'il ne faut pas passer. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Alors, les marchés, j'ai jamais fait. Ça, Ouais, j'avoue, mais c'est vrai que c'est un petit peu, je retrouve un petit peu dans ce que tu dis, ce qu'on trouve pendant les séances de dédicace. ouais, Qui est le simple fait. Alors, dans les séances de dédicace, c'est moins surprenant parce qu'on s'attend à trouver un auteur dans une librairie. Enfin, c'est moins décalé que sur une place de marché, mais ça permet d'avoir comme ça ce sens de ce contact avec les gens qui, on a beau le dire, et pourtant je suis un pro de la vente digitale, on ne retrouvera jamais ça au travers d'un écran. C'est vrai que le contact avec les gens, ça a une importance absolument, ouais. absolument énorme. Au sujet de ces podcasts, de ces interviews que tu as données à la radio et sur des podcasts en Belgique ou ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle démarche tu as suivie pour obtenir ces interviews? Comment tu t'y es prise? C'est toi qui les as contactés, c'est eux, Ouais. comment ça s'est passé? Déjà, il y a un premier travail extrêmement important à réaliser, c'est l'écriture du communiqué de presse. Jusqu'à présent, je faisais travailler une société nationale spécialisée dans la création de communiqués de presse et malheureusement, au fil des années, j'ai pas obtenu les mêmes retours qu'au début et du coup, je me suis sentie un petit peu moins accompagnée, indépendamment du fait que cette société était très chaleureuse et très bienveillante à l'égard de ses clients. Et j'ai décidé cette année de me tenter en le faisant toute seule et D'accord. en essayant de prendre acte de certaines recommandations qui étaient que lorsque l'on démarche, notamment des journalistes, plus les communiqués sont longs et moins finalement ils sont lus. Alors, au lieu d'avoir 5, 6 pages, tel que c'était jusqu'alors créé, pensé par la société en question, j'ai décidé de faire en sorte que ce soit sur 2 pages. Et donc, c'était pas évident de dire beaucoup de choses en peu de lignes, d'être suffisamment impactante pour que ça retienne l'attention, de réfléchir à une charte graphique qui permette d'être cohérente avec la couleur de la couverture et puis également les visuels de ma petite personne pour que le communiqué soit propre. Et ça m'a demandé déjà une véritable gymnastique intellectuelle jusqu'à trouver une structure qui me paraisse opérationnelle. Et puis après, j'y suis allée au culot par des petits mails, j'espère gentils et enthousiastes. Et beaucoup, du coup, m'ont répondu favorablement. Et pour les plus grandes radios, j'en suis passée par des contacts intermédiaires grâce à des personnes que j'avais déjà interviewées ou des personnes que j'avais déjà présentées. Et ça a fini par me permettre d'obtenir les bons contacts, les bonnes personnes et en suivant de les avoir au téléphone pour leur expliquer le projet. Et une fois, je crois que l'on arrive à parler avec son cœur du produit que l'on porte, ça aide à passer certaines barrières. Donc oui, pour répondre à ta question, je me suis débrouillée toute seule via les mails, via les réseaux sociaux également, pour arriver à envoyer ces communiqués de presse.
Ah, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sans dévoiler de précieux conseils, de précieux secrets industriels, sur ce que tu mettais dans ces services de presse? C'était quoi? C'était la quatrième de couverture? C'était une biographie? Qu'est-ce que tu mettais, exactement dans les grandes Euh, lignes? c'est une très bonne question. Je mettais effectivement oui, la quatrième de couverture, une photo. Je mettais un titre globalement impactant pour expliquer ce que ça avait pour vocation, l'ouvrage. J'ai essayé de C'est-à-dire démontrer. pardon, c'était une phrase d'accroche, c'était pas le titre du livre, C'était plutôt une phrase d'accroche. Mais là, du coup, pardonne-moi, je ne l'ai pas en tête, donc c'est vraiment pas de la rétention d'informations. pas de J'ai souci. pas pensé regarder. Et puis en suivant, j'ai expliqué aussi en quelques lignes, en contextualisant la nature en fait de l'ouvrage par mots-clés sur le couvert du rebond, de la reconstruction, de la résilience, le fait que tous mes ouvrages en termes de collection avaient une thématique qui pouvait offrir, au-delà d'une lecture émouvante, quelque chose qui puisse apporter en termes de regain d'espoir. Et pour que je sois prise au sérieux, j'ai valorisé finalement mes anciens préfaciers. Et mes anciens préfaciers vont sans doute t'intriguer peut-être. Le premier pour mon roman, et j'ai donné son nom à une étoile, j'avais sollicité le concours de Philippe Croison, le premier quadri amputé à avoir traversé la Manche et relié les 5 continents à la nage, qui est un conférencier exceptionnel, qui est l'un aujourd'hui des sportifs les plus renommés, indépendamment de son handicap. J'avais sollicité aussi Miss France, Vaimalama Chavez, sur le thème du harcèlement, puisqu'elle-même avait été victime pendant des années durant d'un surnom qui était celui du monstre, eu égard à ses kilos en trop et sa volonté de faire un pied de nez à ses détracteurs en participant au concours Miss France et en remportant ce concours de beauté. Euh, il y a eu aussi une jeune femme qui aujourd'hui prépare les JO de 2028 et qui, depuis l'âge de 1 an, vit avec une paralysie cérébrale et qui a pu mettre là encore des mots sur tout ce qui relevait de la résilience et ce qui m'a beaucoup aidé enfin, Jérôme, je te le cache pas, c'est l'immense cadeau qui m'a été fait pour mon précédent roman qui s'intitule Dans le murmure du vent. Celui-ci, pour celui-ci, j'avais ce rêve de petite fille d'apposer un jour un bandeau sur l'ouvrage en question. J'avais ce rêve-là, mais pour que ce soit légitime, je voulais me confronter au savoir-faire, à la plume d'une romancière de renom. Et celle qui m'est venue immédiatement en tête, ce n'était pas moins qu'Amélie Nothomb. Et Amélie Nothomb m'a offert, tu vois, sur l'un de ses ouvrages, un bandeau qui indique ce qu'elle a pensé de ce dernier. Ça m'a profondément touchée. En 3 jours, elle l'avait lu et depuis lors, j'ai tout plein de courriers de sa part en échange. Et donc, du coup, ces personnalités, je leur dois une fière chandelle parce qu'elles ont apporté du crédit Mhm. à mes ouvrages. C'était une façon un peu disruptive, hein, un peu de prendre le contre-pied de la communication habituelle. Et ce sont ces personnalités qui m'ont aidé, je pense, finalement, sans le vouloir, à légitimer le sérieux de mes écrits. Oui, oui, bien sûr. Alors, bon, sans évidemment éclipser la qualité de tes romans et de tout ton travail de communication, mais en fait, le fait d'avoir été comme ça, entre guillemets, recommandé par ces personnalités, par ces célébrités, hein, que ce soit dans le domaine du sport ou dans le domaine de l'écriture, ça t'a donné à toi une autorité Oui, une crédibilité que tu aurais eu, que tu n'aurais peut-être pas réussi à avoir ou que tu aurais eu beaucoup plus de mal à avoir pour être entendu en quelque sorte par ces médias. Peut-être que si tu n'avais pas été comme ça, si tu n'avais pas eu ces recommandations, tu aurais peut-être eu moins de retours tout court, ou en tout cas moins de retours positifs au niveau de ces demandes d'interview. Et alors, je le crois.
Oui, oui, Ouais. c'est vraiment un point important. Et alors, on va reparler de ces préfaces, de ces préfaciers célèbres, et en particulier du dernier, parce que je tiens à maintenir mon suspense jusqu'au bout, pour le plus longtemps possible. Euh, Juste pour en terminer un petit peu avec ces interviews, tu as fait combien de demandes par rapport au nombre d'acceptations que tu as reçues? En chiffres, je ne te demande pas des chiffres précis, mais Ouf, en ordre de grandeur. j'ai Tu as dû envoyé combien de contacter demandes? ouf, ah, facilement, facilement 200. Ça m'étonne pas. Facilement 200, facilement avec un travail de fond de titan pour essayer de repérer les magazines spécialisés, de toucher du doigt les journalistes qui avaient pour habitude potentiellement, parce que j'allais dans les librairies ou sur les aires d'autoroute parce que dès qu'il y a un livre, il faut que je lise, c'est pas possible, il faut que je regarde ce qui se passe. Et je voyais, tu sais, sur les bandeaux, des personnes qui avaient justement apposé des retours de commentaires. Je prenais une photo, j'archivais le nom, je cherchais le contact. Et en suivant, j'ai créé avec ma collaboratrice un tableau de suivi et j'ai envoyé mon communiqué de presse donc à ces cibles et je n'ai reçu quasiment aucun retour. Et il y a des moments où c'est particulièrement éprouvant, tu vois. Il y a des moments où on se sent un peu seul, où on a le sentiment que ça ne va pas avancer, que ça ne décollera jamais. Mais j'ai toujours cette petite voix, cette volonté de me dire, si tu persévères, il y a bien un moment où ça va porter ses fruits. Et ça a été le cas. Pardon. Alors parfois, c'est pas tant la quantité, mais c'est la qualité. Et entre autres, les podcasts sur lesquels j'étais invitée dans la Belgique, parfois, il suffit d'une opportunité pour que ça ouvre un vaste levier. Ben, en fait, tu confirmes par ton expérience le message que je voulais passer, c'est qu'en fait, quand on envoie comme ça des demandes d'interview, bon, déjà, il ne faut pas avoir peur de faire des demandes. Hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que de toute façon, au pire, qu'est-ce qui va se passer? On va nous dire non. Et au pire, on ne te répond pas. Au pire, on ne te répond pas. Mais en tout cas, tu augmentes tes chances qu'on te dise oui si tu envoies une demande. C'est sûr que si tu n'envoies pas de demande, tes chances, elles tombent à zéro. Mais c'est surtout, voilà, ce que tu illustres très bien, c'est que tout ça, c'est une affaire de chiffres et qu'il ne faut pas avoir peur d'envoyer 100, 200, 300 demandes pour Mm. avoir 10, 20, 30 acceptations pour donner ces interviews. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas se dire, j'envoie 10 demandes et puis on verra ce qui se passe. Non, il faut tabler très très Mm. large. Il faut envoyer en masse pour avoir une chance d'avoir quelques retours positifs. Donc c'est vrai que, comme tu le disais, c'est quelque chose qui peut parfois être décourageant. Ouais, Mais il faut en passer par là. C'est c'est- c'est- c'est terrible à dire, exactement. mais il faut en passer par là. On n'a pas le choix, quoi. Parce que si on le fait pas, on on n'a rien en retour. Parce que personne n'attend après nos romans. Ouais. Et Euh, puis, donc il Et puis, faut. tu sais, ça me fait penser même, il y a quelque chose qui m'a profondément déroutée au fil des années aussi, c'est, tu sais, quand tu arrives à rentrer parfois en contact avec un journaliste qui répond à ton mail, qui te dit, écoutez, avec plaisir, envoyez-moi votre bouquin, et qui, une fois qu'il l'a reçu, silence radio, et ton livre n'est pas sorti, que tu le retrouves en occasion vendu sur Internet. Ah, ça, c'est pas sympa. Et ça m'est arrivé pour plusieurs bouquins. Certains journalistes, au fur et à mesure des années, j'avais oublié parce que tu sais, je n'écris pas non plus un tous les mois. Et ben, du coup, je me suis rendu compte que c'était des journalistes qui demandaient systématiquement à recevoir l'ouvrage et qui ne jouaient absolument pas le jeu et qui plus est, euh, rendir leur fin de mois avec l'ouvrage. Et, euh, il y a parfois, oui, des choses qui sont heurtantes, des choses qui pourraient te démotiver, mais c'est de se dire, OK, il y a le négatif et il y a aussi
tout ce qui va relever des choses positives qu'on peut initier si, quand on se prend une porte, on réfléchit à savoir par quelle fenêtre on va essayer d'entrer. Et donc voilà, oui, oui, fais encore, je te dis 200 quand je suis en train de revoir mon tableau de bord, sans doute plus encore. Et je voyais relance, alors envoyé à telle date, on avait une deuxième colonne, relancé à tel moment, relancé, puis après tu dis, bon, ben allez, Oui, c'est... c'est ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de relancer en plus. C'est pas juste un email par ligne hein, sur ton tableau Excel, c'est-à-dire qu'il faut avoir un suivi, envoyer une première demande le 15 janvier et ne pas oublier de relancer la personne le début ou mi-février pour dire est-ce que Oui, vous avez bien reçu mon service de presse, est-ce que tout vous à avez fait. besoin d'informations complémentaires, est-ce que, etc., etc. Bon, Mm. arrive un moment où il faut s'arrêter. Je veux dire, quand on est face à un Oui, mur et qu'on a zéro réponse, faut pas non plus s'épuiser pour rien. Mais une demande, souvent, ne suffit pas. Et il faut pas avoir peur de relancer sans tomber. Voilà, après, ça, dans l'excès. voilà, c'est un juste Ouais. milieu à trouver entre la pugnacité et le harcèlement. Sur la balance de la Voilà, grand-mère, c'est très voilà. bien dit. Pugnace, oui. Harceleur, non. Donc, faut trouver le bon équilibre. Exactement. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ce préfacier, cette préfacière, je ne sais pas si ça se dit, pour ton dernier livre et comment tu as réussi à avoir son accord pour que cette personne écrive la préface de ton dernier roman. Allez, vas-y, lève le suspense. Allez, eh bien écoute, je te parlais tout à l'heure des maladies neurodégénératives qui étaient la thématique en filigrane, mais il se trouve que lorsque j'ai commencé à rédiger ce livre, j'en suis venue à parler de ce que l'on appelle la maladie à corps de Lewy. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est la raison pour laquelle je te le précise, parce que en tombant sur une vidéo Internet, sur un reportage, j'ai entendu une personnalité évoquer cette maladie et le faire avec une extrême souffrance. Eh bien, écoute, tout simplement, on enlève le suspense. La personne qui m'a honorée de sa préface, de son soutien, ce n'est rien d'autre que l'illustre et internationale chanteuse Lara Fabian. Donc Lara Fabian Et a écrit Lara Fabian, une préface pour ton roman parce que, si j'ai bien compris, elle était elle-même touchée, personnellement exactement. impliquée En dans le thème de ton roman. Et oui, puisqu'en fait, elle a, et c'est dans ce reportage, elle expliquait qu'elle avait tristement perdu sa maman de cette maladie à corps de Lewy, qui est un mélange entre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et cette typologie de maladie neurodégénérative, elle est traumatisante pour les proches, puisqu'il y a énormément de symptômes qui se corroborent les uns aux autres, qui font que la déchéance, elle est particulièrement douloureuse. Et Lara Fabian, qui est généralement en pudeur sur ses sentiments, eh bien là, j'ai ressenti toute son émotion et je me suis levée le matin avec cette conviction qu'il fallait que je la contacte parce qu'il me semblait qu'elle serait la personne dédiée, la personne la plus à même de comprendre la nature de cet ouvrage et de pouvoir du coup le porter en exprimant elle-même son propre vécu. Hmm. Et alors là, entre le moment où j'ai décidé ceci et le moment où les choses se réalisent, là encore, il faut avoir de la persévérance parce que ça a dû prendre bien 2 mois et demi, je pense, et encore, c'est pas très long par rapport à d'autres personnalités, mais pendant 2 mois et demi, j'en suis passée par une opération commando. Je crois que j'ai fait une véritable étude de fond pour connaître qui pouvaient être ces différents agents, son cercle d'amis, les personnes qui seraient susceptibles de jouer les intermédiaires pour que je parvienne jusqu'à elle. Et c'est pas simple, c'est pas évident parce que Oui, plus on tape haut,
plus les informations sont Sont confidentielles, sont mises exact. sont sous secret. Donc, comment tu as procédé sans rien divulguer qui Non, non, eh soit... ben tout simplement, j'en suis passée à un moment donné par un chemin complètement de... Je ne sais même pas comment j'ai eu cette idée-là, mais après avoir regardé les maisons d'édition, après avoir regardé euh, toutes les personnes susceptibles de pouvoir jouer le relais, je suis allée sur LinkedIn et j'ai cherché en croisant les mots. Donc LinkedIn, rien à voir, hein, je veux dire, c'est pas Mhm. immédiatement le support, la plateforme à laquelle on pourrait penser. Et je suis parvenue, en croisant les données, à tomber sur un monsieur qui, a priori, dans ses expériences passées, avait, je pense, chapeauté, coordonné pour Lara Fabian des spectacles d'envergure. Et ce monsieur, aujourd'hui, était tout simplement dans la mécanique, aujourd'hui, dans tout ce qui relevait du secteur automobile. Et j'y suis allée, je le reconnais, hein, au culot. J'ai fait une demande d'amis, il l'a accepté. Et une fois que j'ai pu être connectée, je lui ai expliqué mon projet en lui présentant toutes mes excuses de venir un petit peu comme ça de l'extérieur, le solliciter. Et de façon complètement inattendue, ce monsieur, après les dizaines et dizaines de tentatives qui étaient restées vaines, m'a répondu en me disant, je crois que ce projet pourrait retenir l'attention de Lara. Je lui transmets vos coordonnées. Et je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'ai reçu un message de la bras droit de Lara Fabian, son assistante adorable, qui m'a dit Lara Fabian a été très touchée par votre projet. Elle accepte. Elle accepte la démarche. Et donc, j'ai envoyé le support, tout ce que je pouvais. Et 3 jours après, ça s'est fait très rapidement. Je reçois la préface de Lara Fabian. Et je crois que ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire, c'est les larmes aux yeux que j'ai eues quand j'ai lu la préface, tant elle était écrite avec justesse, tant elle était pertinente, tant finalement elle avait compris ce que j'aurais voulu moi-même être capable de dire. Hmm. Et grâce à ce cadeau qu'elle m'a fait, ça a fait faciliter en suivant, je le crois, euh, le fait d'intriguer les journalistes qui, eux, ont accepté en suivant de me rencontrer. Donc, en fait, le plus difficile, d'après ce que tu me dis, ça a été de trouver la porte d'entrée. Ah ouais. C'est-à-dire ce monsieur qui était en contact. Et ça t'a pris combien de temps alors, en gros, ça t'a pris combien de temps pour trouver la porte d'entrée et combien de temps ensuite pour obtenir la préface? Eh ben, je vais te faire un prorata très caricatural. Hmm. 3 mois de démarche intensive où je crois que je respirais Lara Fabian pour essayer de rester câblée sur la démarche avec toute la frustration du silence opéré. Et en suivant, finalement, à partir du moment où j'ai eu son assistante, 3 jours, Ouais. 3 jours et j'avais sa préface. Et ça a été très rapide parce que je n'ai même pas eu à oser lui demander de rajouter une phrase ou d'en supprimer une ou de modifier une virgule. Je n'ai rien touché. Hmm. Tant, tant j'ai été émerveillée par, euh, par cet écrit. C'est pas 3 lignes, c'est une jolie petite préface qui vraiment donne, je le crois, du relief à l'histoire. Et donc, ce monsieur que tu as rencontré par LinkedIn, il a fallu que tu insistes, j'imagine, ça s'est pas Non, fait. c'est ça qui était terriblement positif, c'est que ce monsieur, à partir du moment où j'ai réussi à rentrer en contact avec lui, D'accord. dans la foulée, après, il te faut travailler tes mails, bien sûr, pour Bien essayer sûr. d'être la plus claire possible, la plus pertinente, pour donner le maximum d'éléments pour qu'on puisse comprendre pourquoi Hmm. et quel risque il prend lui à jouer l'intermédiaire si la personne n'a pas la lumière à tous les étages. Bien sûr. Donc non, et ça a été merveilleux. Et puis en suivant, je suis vite revenue vers lui pour lui dire, mais merci, merci du fond du cœur, parce que grâce à vous, ben, ça y est, les choses se sont mises en place et vous m'avez fait un magnifique cadeau.
Donc, en fait, ce qui t'a fallu, bon, outre le temps que ça t'a pris pour trouver la bonne personne, bon, ça, c'est du temps de recherche, hein. Je pense que malheureusement, on peut difficilement faire autrement. Ça a été de bien travailler tes messages que tu lui as envoyés peut-être par email ou par LinkedIn, en lui donnant toutes les informations relatives à ton projet, à ton livre, en lui expliquant en quoi c'était lié à Lara Fabian, Oui, euh, voilà, en quoi elle avait intérêt à être associée à ton projet, de façon surtout à le rassurer lui, en fait, oui. pour qu'il ne soit pas le messager de quelqu'un voilà, qui Qui avait est pas tout les pieds feu, tout sur flamme terre et qui tiendrait pas. et qui tiendrait bien pas son truc. Donc en fait, le, le challenge, il est là, il est de donner les bonnes informations et de rassurer la personne pour qu'elle ait envie d'aider. Je pense que la plupart des gens ont envie d'aider, mais n'ont pas envie de prendre des risques, surtout quand ils ont affaire à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, à un ou à une inconnue. Et en fait, c'est ce travail-là de rassurer Oui, les gens qui fait que bah, ils vont dire oui ou ils vont dire non. oui. C'est c'est ça, j'ai bien Et résumé. c'est tout à fait vrai. Et ce travail-là aussi rédactionnel, c'est important, je pense, d'avoir aussi dans son entourage une personne de confiance qui peut lire avec son regard extérieur Hmm. et voir si elle, elle appréhende immédiatement la fluidité du propos, s'il manque pas une donnée qui pour nous nous paraîtrait évidente et qui ne le serait absolument pas pour la personne qui ne sait pas qui l'on est. Et ça, c'est vrai que je dois aussi une pierre chandelle à mon mari, hein, parce que lui, le pauvre, je l'exploite de toutes les façons possibles et inimaginables. Je fais pareil. Je fais pareil. Moi, j'ai mon alpha lectrice qui est dans la pièce à côté, là, qui est très régulièrement sollicité en disant, voilà, cet email à envoyer, tu peux le lire, tu peux me dire ce que tu en penses, s'il te plaît. C'est ça, c'est ça. Et parfois, c'était deux mots. Deux mots, il me disait celui-là, non, mais plutôt celui-ci. Je me disais, bon sang, il a raison. Et ça peut tout changer. Hmm. Parfois, une virgule, on ne le sait que trop en tant qu'auteur que chaque mot peut avoir son sens. Surtout quand on ne peut pas se permettre, là, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, d'écrire un roman sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Et encore, LinkedIn, la chance que l'on a, c'est que on peut écrire un petit peu plus Oui, de il y a de la caractère place, que oui. si tu en passes sur Instagram où tu as écrit trois phrases et où ça tombe dans dans les lèvres de l'oubli. Euh, Donc oui, non, ça a été un vrai travail de fond, hein. Ça a été un vrai travail de fond. Il y a des moments où, ouais, je te le disais, où on se sent un peu désabusé. Et puis en même temps, c'est ce défi de se dire, je lâche rien jusqu'à ce que ça soit rendu possible. Et je lui dis mille fois merci à Lara Fabian, hmm. mille fois merci parce que au-delà du livre, elle m'a fait humainement un cadeau qu'elle n'était pas obligée de faire. Elle n'y a rien gagné, si ce n'est le fait de donner de sa personne et je sais pas, et humblement de participer à lancer la carrière de quelqu'un qui pourrait essayer de faire de jolies choses. Donc, oui, merci à elle. Non. C'est une très belle histoire, en tout cas. Je te propose de terminer cette interview qui doit faire pas loin d'une heure maintenant. J'avoue, je n'ai pas regardé l'heure. Euh, Mais on doit pas en être loin. Ce que je te propose, c'est que à brûle pour point, hein, ça n'a pas du tout été préparé. Si tu devais donner un conseil aux auteurs auto-édités qui souhaitent lancer leur carrière et la voir décoller, et puis ben, on terminera par le book trailer de Que le jour se lève. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Alors, vas-y, dis-moi un conseil qui te vient spontanément comme ça à l'esprit, que tu Un voudrais conseil. partager avec les auteurs qui t'écoutent. Un conseil, moi, je dirais, trouver une façon de sortir du cadre, de sortir du moule, de sortir des sentiers battus. Réfléchissez à ce qui peut être cohérent avec votre histoire. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire indépendamment des réseaux sociaux. Si vous allez sur mes réseaux sociaux, merci aux 1000 personnes hein, qui me font la charité et qui se sont abonnées. Et quand on n'a pas une communauté très vaste, eh bien, il faut arriver à trouver un chemin de traverse. Alors après, quand même, c'est se dire, soyez cohérents,
ayez un discours, un fil conducteur, une façon d'écrire qui vous ressemble. Et si tu me le permets, Jérôme, je voudrais juste faire un laïus sur tout ce qui relève de l'IA, de l'intelligence artificielle. Oui, ça permet d'écrire de jolies choses, de concevoir des posts de bonne qualité, mais faites en sorte, si vous l'utilisez, que ça vous ressemble. Parce Mm. que sinon, on va tomber dans quelque chose de générique, de bateau, de tout venant, et je suis pas sûre que ça permette d'asseoir votre discours, votre propos, tout Ben, simplement. je te rejoins entièrement sur l'IA. Ça peut être un outil utile qui peut faire gagner du temps, mais en aucun cas il ne fournit des textes qui sont une fin en soi. Je suis entièrement d'accord. Cindy, merci beaucoup pour cette heure passée à discuter avec toi. C'était très agréable. Euh, Merci à toi. je te souhaite tout le succès possible pour que le jour se lève et pour tes trois autres livres. Je suis désolé, dont le titre m'échappe là tout de suite. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils, pour tout ce partage. Et puis, ben, on va se quitter en regardant le book trailer de Que le jour se lève. Que tu as Voilà. magnifiquement réalisé, je tiens à le préciser. Merci. Et puis, ben, je mettrai un lien vers la page Amazon de ton roman dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci Merci. beaucoup. Au revoir et à À bientôt. bientôt. Au revoir, Jérôme. Sauve-toi. Tu m'entends, sauve-toi. C'est un ordre, m'a hurlé ma sœur. Et le souffle court, à bout de force, les muscles arqués à rompre. J'ai senti la panique me gagner. Romy était mon modèle, mon ancrage. Comment survivre à une telle absence? Faire face à un tel naufrage? Les disparus vivent, tant qu'ils existent dans le cœur des vivants. Les fleurs nous rappellent que, quelle que soit la rudesse de l'hiver, le printemps, toujours, renaît de ses cendres. Le moment est venu, ma sœur, de tenir ma promesse et de t'offrir le plus touchant, le plus vibrant des hommages. Et s'il était possible de reconstruire sa vie quand le jour a soudainement laissé place à la nuit,